Dans quasiment 6 mois jour pour jour, aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle de 2022. La tendance actuelle, que l'on peut voir à travers les sondages, nous offre la perspective d'un scrutin passionnant. En effet, outre Emmanuel Macron qui se dégage assez nettement en tête avec à peu près 25% des intentions de vote, la bataille est féroce entre les différents prétendants souhaitant l'affronter au second tour. Marine Le Pen, Éric Zemmour et Xavier Bertrand se tiennent dans un mouchoir de poche pour la seconde place. Seulement, entre le polémiste pas encore officiellement candidat et le président de la région Hauts-de-France, incertain de sortir vainqueur du congrès de son parti en décembre, le paysage de ce premier tour et son résultat restent encore assez flous. Aussi, est-ce que l'analyse des sondages à 6 mois des précédents scrutins présidentiels pourrait éclairer notre lanterne et nous donner des indications pour l'élection à venir? Décryptons ça ensemble et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous y découvrirez un troublant parallèle avec le scrutin de 2022. Alors, sans plus attendre, arrêtons-nous sur le scrutin de 2017. Mais avant cela, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo de Statistiques politiques. Confortablement installé en tête des sondages, Alain Juppé ne ferait qu'une bouchée de Marine Le Pen au second tour. C'est sûr et certain, il sera le futur président de la République. La droite est certaine de revenir aux affaires, après un quinquennat en forme de chemin de croix pour le président Hollande. Lessivé par son passage aux affaires, ce dernier n'a pour perspective qu'une humiliation inédite et historique pour un candidat sortant, étant même devancé par son ancien ministre de l'économie, le jeune et ambitieux Emmanuel Macron. 6 mois plus tard, le paysage politique est bouleversé. François Hollande évite la déconvenue en se retirant de la course présidentielle, laissant la place à Benoît Hamon, candidat de la gauche du Parti socialiste, qui fera une campagne ratée et finira encore plus bas que le score annoncé pour Hollande 6 mois plus tôt. Mais surtout, chez les Républicains, le favori de la course, Alain Juppé, n'est plus là, battu à la surprise générale la primaire de la droite par François Fillon. D'abord un temps favori des sondages, le candidat des Républicains verra sa candidature exploser en plein vol suite aux affaires révélées dans la presse, suivies de sa mise en examen au mois de mars. Cette conjonction d'événements fera les affaires du candidat Macron, lui permettant d'attirer les électeurs modérés et déçus du PS et de LR à sa candidature. Arrivé en tête, ce dernier écrasera Marine Le Pen au second tour, profitant du manque de clarté et des revirements programmatiques de sa rivale. Notons pour conclure la belle percée de Jean-Luc Mélenchon, qui sera parvenu tout proche du second tour après avoir habilement capté les électeurs de la gauche du PS, ne croyant plus à Benoît Hamon. Première leçon, une campagne électorale, c'est une course d'endurance. Il faut pouvoir impulser et maintenir une dynamique tout en évitant l'erreur fatale qui pourrait faire chuter. Octobre 2011. Le tsunami Hollande va écraser le président Sarkozy pour une défaite qui s'annonce historique. Avec 11 points d'avance sur le président sortant au premier tour, le candidat socialiste s'avance confiant vers une victoire qui ne peut lui échapper. Cependant, au fil des mois, il verra ses intentions de vote fondre petit à petit jusqu'à ne compter plus que 2 points d'avance sur son rival au premier tour. Et de même au second tour, malgré 28 points d'avance dans les sondages d'octobre, François Hollande ne l'emportera qu'avec seulement 3 points d'avance. Alors comment expliquer cette chute importante qui aurait pu lui coûter la victoire? Ce sera la leçon de cette élection. Mieux vaut être dans la peau du chasseur que dans celle du chassé. Voulant préserver son avance en ménageant son aile gauche et son aile droite, François Hollande aura pu dérouter certains électeurs, par exemple à travers son discours du Bourget, dont on aura surtout retenu les déclarations marquées à gauche, perdant ainsi des électeurs sur son aile droite. Nicolas Sarkozy n'ayant plus rien à perdre, il aura pu jouer son va-tout dans une campagne plus clivante certes, mais très efficace. Enfin, pour conclure, notons encore une fois la belle progression de Jean-Luc Mélenchon, qui a un talent inouï pour siphonner ses concurrents. Ici Eva Joly, qui voit son score s'effondrer au profit du candidat du Front de gauche. Autre leçon pour l'élection de 2022, il ne faut jamais sous-estimer Mélenchon. Il reste un animal politique redoutable. Octobre 2006.
Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal dominent largement les sondages du premier tour. Seulement, les mois passant, les deux favoris vont voir leur avance grignotée par un outsider inattendu. En effet, à partir du mois de janvier, François Bayrou commence à décoller dans les sondages, atteignant même 24% dans certaines enquêtes vers la mi-mars, talonnant les deux favoris. La progression du candidat de DF tient alors autant aux thématiques et aux valeurs qu'il incarnait qu'à la faiblesse des principaux candidats. En adoptant des positions anti-système, notamment ses critiques contre les médias jugés trop verrouillés, et en mettant en avant la question de la dette, François Bayrou jouait une partition différente de ses principaux adversaires, qui lui permit progressivement de gagner des électeurs UMP déçus du sarkozysme, mais aussi, et c'était assez nouveau pour lui, des électeurs PS inquiets de la déroutante campagne de Ségolène Royal. Bien qu'au final, le centriste ait perdu quelques points dans la dernière ligne droite, terminant finalement à 19%, il aura malgré tout bouleversé les pronostics et apporté du piment à cette campagne présidentielle. La leçon ? Toujours prévoir l'émergence possible d'un candidat inattendu. Tiens, je crois que celle-là on l'a déjà pour cette année. Octobre 2001. Jacques Chirac et Lionel Jospin trustent la tête des sondages depuis les premières enquêtes d'opinion en septembre 2000. Le duel du second tour est annoncé et il ne bougera pas. Les oppositions, divisées, ne sont pas en mesure de rivaliser, surtout à l'extrême droite, où Jean-Marie Le Pen souffre à la fois des divisions internes au sein de son parti, de la scission menée par son dauphin Bruno Maigret, et de la concurrence de la candidature souverainiste de Charles Pasqua. Le soir du scrutin, la surprise est immense. Jean-Marie Le Pen termine second avec 17% des voix et élimine Lionel Jospin troisième avec 16%. Comment expliquer un tel retournement de situation ? Fort de sa popularité et du bon bilan de leurs 5 années à la tête du gouvernement, Lionel Jospin et les socialistes ont abordé cette campagne persuadés de l'emporter. Cette assurance leur a été fatale. Tellement sûrs de leur victoire, les socialistes ont laissé passivement leurs alliés de la majorité plurielle présenter chacun leur candidat. Ayant pris le parti d'une campagne au centre, Lionel Jospin a progressivement perdu des électeurs sur son aile gauche, tenté par un vote protestataire en faveur d'Arlette Laguillet, Olivier Besancenot ou Christiane Taubira. D'ailleurs, les déclarations hasardeuses du Premier ministre ne l'ont pas aidé, crispant une partie des électeurs de gauche contre lui. Je cite Lionel Jospin, « Mon projet n'est pas socialiste ». Ou encore celle-ci, « Oh, bah, si à chaque fois qu'il y a un plan social on doit nationaliser, on s'en sortira jamais. Hein. » Alors, outre ces faux pas du Premier ministre, notons aussi l'habileté du président Chirac, qui a su rebondir sur de nombreux événements ayant marqué les années 2001-2002, amenant la campagne sur le terrain de l'insécurité, un thème où Lionel Jospin se sentait assurément moins à l'aise, assumant même une certaine naïveté de sa part sur le sujet. C'est d'ailleurs cette thématique qui permettra à Jean-Marie Le Pen de progresser continuellement, jusqu'à passer devant le Premier ministre le jour du premier tour. La leçon ? Prendre sa victoire pour acquise, c'est le meilleur moyen de courir vers l'échec. Octobre 1994. Jacques Delors, président de la Commission européenne, et Édouard Balladur, Premier ministre sortant, caracolent en tête des sondages. Ah, le casting fait rêver. Le locataire de Matignon est tellement haut dans les sondages qu'une partie de la droite cherche à convaincre Jacques Chirac de retirer sa candidature, qui peine à décoller dans les sondages, afin de permettre une victoire d'Édouard Balladur dès le premier tour. 2 mois plus tard, Jacques Delors aura finalement renoncé à se présenter pour raisons personnelles, remplacé au mois de février par Lionel Jospin, qui terminera d'ailleurs, à la surprise des observateurs, en tête du premier tour le 23 avril. À droite, le rapport de force a changé. Durant de nombreux mois, Édouard Balladur a eu pour lui les sondages qui ont été déterminants dans cette décision de briguer l'Élysée. Seulement, l'épreuve du pouvoir, l'affaire des écoutes téléphoniques, une image hautaine et un style compassé auront raison de la popularité du Premier ministre, devancé au début du mois de mars par Jacques Chirac, porté par une campagne marquée par la fracture sociale et une image plus positive dans l'opinion. Au final, Édouard Balladur terminera troisième, 2 points derrière Jacques Chirac, mettant ainsi fin à ses ambitions politiques nationales. La leçon ? Il n'est pas sage de miser tout son projet sur les sondages.
N'est-ce pas, Xavier Bertrand? Octobre 1987. François Mitterrand règne de façon impériale sur les sondages du premier tour, réalisant près de 40%, le double du score de son plus proche poursuivant, le Premier ministre Jacques Chirac. Ce dernier paye les difficultés rencontrées par son gouvernement au cours des derniers mois et se retrouve pris en étau entre le centriste Raymond Barre et le nationaliste Jean-Marie Le Pen. Ce dernier confirmant la progression de son parti entamée lors des européennes de 84. Le jour du scrutin, la donne change assez peu. François Mitterrand domine copieusement le premier tour avec 34% des voix, et Jacques Chirac se qualifie aussi, comme prévu, avec à peine moins de 20% des suffrages. Le second tour virera au calvaire pour le candidat gaulliste, humilié par le président lors d'un débat de second tour resté dans les mémoires. François Mitterrand confirmera cette humiliation dans les urnes en l'emportant avec 54% des voix face à son Premier ministre. La leçon? Être cynique, ça paye. Alors, je voulais arriver à la présidentielle de 1981, car je pense que nous pouvons créer un parallèle très intéressant avec le scrutin de 2022. Un président sortant très fort dans les sondages, que très peu voyaient battu, une opposition divisée. Les similitudes sont nombreuses avec le panorama politique actuel. Pourtant, malgré cette situation défavorable, François Mitterrand va progresser semaine après semaine, jusqu'à finir par faire quasiment jeu égal avec le président. Valéry Giscard d'Estaing réussira à s'autodétruire par des déclarations hasardeuses, des choix stratégiques désastreux et surtout la fameuse affaire des diamants de Bokassa qui lui collera au basque tout au long de la campagne. Alors pour situer le contexte, le président était alors accusé d'avoir reçu au cours des années 70 des diamants de 10 à 20 carats offerts par le dictateur centrafricain Jean Bedel Bokassa. Alors, est-ce à dire qu'Emmanuel Macron connaîtra le même sort que Giscard? Oh, rien n'est moins sûr, mais le fait de se souvenir que son prédécesseur comptait 14 points d'avance sur Mitterrand, alors qu'il fut vaincu par ce dernier 6 mois plus tard, devrait inciter l'actuel président et ses équipes à éviter de penser que la partie est déjà gagnée. D'ailleurs, son avance sur Le Pen et Zemmour est moins importante que l'avance de Giscard sur son rival socialiste 6 mois avant l'élection. Maintenant, en insufflant une dynamique nouvelle à sa campagne, en renouant avec ses fondamentaux de 2017, l'union, la compréhension mutuelle, l'espoir. En travaillant un discours à la fois franc et sincère, le président pourrait largement être en mesure de relever le défi de sa réélection. Ce sera également possible si Emmanuel Macron ne tombe pas dans le piège de vouloir mener campagne sur son bilan. Les Français votent pour un projet et non un bilan. L'exemple de Lionel Jospin est là pour le lui rappeler. Les Français veulent un cap pour l'avenir, une bouffée d'espoir et d'optimisme. Cette comparaison avec 1981 pourrait également donner de l'espoir aux deux rivaux de la droite radicale, Le Pen et Zemmour. En effet, malgré sa division avec le PC et la rupture du programme commun en 1977, c'est paradoxalement en 1981 que François Mitterrand l'a emporté. Aussi, pour sortir victorieux, Zemmour et Le Pen devront, tout en se différenciant, éviter toute attaque blessante qui pourrait nuire à une éventuelle union des droites en cas de second tour. Ils devront également afficher une ligne franche, claire et sincère afin de gagner la confiance des électeurs. Rappelons que c'est le manque de clarté dans ces propositions qui a principalement nui à Marine Le Pen en 2017. Et au vu de ce début de campagne, même s'il sait être très clair et sincère sur certains sujets, il y en a d'autres où Éric Zemmour reste volontairement très flou. Je pense notamment à la gestion du Covid et du pass sanitaire. Alors, il s'agit là d'un choix voulu et assumé par le principal intéressé afin, selon ses dires, de ne pas diviser la famille de la droite face aux enjeux de cette présidentielle pour l'avenir du pays. Mais cette position sera-t-elle tenable tout au long de la campagne? L'avenir nous le dira. En tout cas, l'émergence du potentiel candidat Zemmour aura eu le mérite, à l'instar d'un Bayrou en 2007, d'apporter du piment et du suspense à une campagne qui semblait jouer d'avance. Passé de 5 à 17% en 2 mois, il sera passé de taubira de la droite à bulle médiatique sur le point d'exploser, jusqu'à s'imposer comme prétendant au second tour. Une performance impressionnante. L'enjeu pour le polémiste sera maintenant de réussir à faire durer sa dynamique dans le temps.
Y parviendra-t-il? Marine Le Pen va-t-elle parvenir à redresser la barre? Ou va-t-elle définitivement s'effondrer? Jean-Luc Mélenchon va-t-il à nouveau nous gratifier d'une magnifique remontada dont il a le secret? Et bien qu'Emmanuel Macron soit assez discret, je suis très curieux de voir ce que le président nous réserve comme stratégie pour cette campagne. Mais ça, nous le verrons dans les prochains mois, et nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode de Statistiques politiques. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Alors s'il vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage également. N'hésitez pas aussi à découvrir d'autres vidéos en cliquant sur les vignettes actuellement à l'écran. Et j'en profite vraiment pour vous remercier encore une fois pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.